Un apaisement mesuré surgit là où les cartes ne montraient hier que la fuite et le vide. Entre villages vidés et marchés, qui bruissent à nouveau, un paradoxe s'installe et fait vaciller les certitudes apprises durant des années de peur. Ce contraste forme la première faille lisible d'un basculement que même Ibrahim Traoré décrit comme une discipline quotidienne, plutôt qu'un mot d'ordre héroïque lancé depuis la capitale. Alors, que signifie pour un lecteur éloigné le retour d'une normalité que les familles calculent en trajet sûr, en puits rouvert et en classe sous un manguier redevenu salle de classe? Voici la promesse: comprendre, sans emphase et sans récit héroïque, comment une normalité longtemps considérée comme irréversible s'est remise en mouvement. Cette enquête propose un avantage clair pour le lecteur. 10 à 12 idées structurées éclairent les mécanismes concrets du retour à la vie ordinaire, en montrant comment des signes minuscules, un puits ranimé, une classe réouverte, un marché qui respire, deviennent des indicateurs plus fiables que n'importe quel discours officiel. Le risque, pourtant, demeure tangible: confondre les victoires fragiles avec un apaisement total. Micro-hook. Si les familles reviennent, quelles forces silencieuses rendent leur trajet vraiment sûr? S'engager dans ce récit, c'est accepter d'observer la sécurité non comme une proclamation, mais comme une mécanique de terrain où chaque geste répété, tracer une voyelle, remplir un seau, traverser un carrefour, signale une bascule mesurable. L'enjeu est double: saisir les limites d'une stabilisation et encore incomplète, et comprendre ce qui, dans ces routines retrouvées, fait tenir un territoire après des années de discontinuité. La première révélation frappe immédiatement: plus d'1 million de personnes sont revenues dans des zones longtemps considérées comme perdues. La seconde, plus discrète mais tout aussi décisive, tient au déploiement coordonné de 28 bataillons dont l'effet ne se mesure pas en carte militaire, mais en corridors rouverts et en trajets redevenus prévisibles. À partir de ces deux données, le paysage s'éclaire autrement. Les routes qui, entre 2019 et 2021, étaient devenues de véritables pièges, coupant les chaînes d'approvisionnement, fragmentant les marchés, forçant 2 millions d'habitants à fuir vers le sud ou vers les pays voisins, n'étaient plus que des couloirs de peur. Les convois humanitaires avançaient au compte-gouttes, les écoles servaient d'abri temporaire et les économies locales glissaient vers une logique de survie. En 2022, une méthode binaire, mais d'une cohérence rare, émerge. Frapper vite pour dégager, rester pour ancrer. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette stratégie privilégie la segmentation plutôt que la démonstration. Reprendre un tronçon, le consolider, le transmettre aux unités sédentarisées, puis déplacer l'effort. Ce n'est pas la force brute qui crée la rupture, mais la répétition de gestes coordonnés qui transforment une victoire tactique en continuité vécue. Cette mécanique produit ses premiers signaux faibles: marché rouvert, rire d'enfants sur les chemins, familles revenant vers le nord au lieu de poursuivre leur exil. Ce ne sont pas des proclamations qui redonnent vie au territoire, mais l'accumulation de petites preuves: un puits fonctionnel, une salle de classe ressuscitée, sous un manguier, un carrefour sans tireur embusqué. Chaque détail décrit un territoire qui cesse d'être traversé par la peur pour redevenir habitable. Ainsi se referme la curiosité ouverte au premier chapitre. La normalité ne revient pas par annonce, mais par la répétition des trajets sûrs, mètre après mètre, jour après jour, jusqu'à ce que la vie retrouve son rythme. 2 silhouettes suffisent pour rendre lisible ce basculement. Un enseignant revenu trop tôt selon certains, juste à temps selon d'autres, et une mère qui retrouve un droit élémentaire: aller puiser de l'eau sans escorte. Le premier raconte sa classe rouverte sous un manguier dont l'écorce porte encore les traces des années de fuite. Il parle d'un tableau repeint à la hâte de craie partagée entre élèves hésitants, de cahiers rassemblés par fragments. Rien n'est spectatif, rien n'est spectaculaire, mais chaque voyelle prononcée ressemble à une preuve de continuité retrouvée. Les enfants arrivent par petits groupes, testent l'atmosphère, observent les allées et venues des unités sédentarisées, puis, peu à peu, ils s'installent comme si la routine scolaire pouvait recoller les fissures accumulées. La mère, elle, décrit un seuil plutôt qu'un geste, le moment précis où la peur cesse d'être automatique. Le puits, longtemps abandonné, a été réhabilité par les équipes locales.
l'eau coule à nouveau, les seaux s'entrechoquent, et la présence discrète des brigades mixtes suffit à empêcher l'installation de raquettes qui autrefois décourageaient les allers-retours. Elle raconte comment ce simple déplacement quotidien, descendre le sentier, remplir le seau, revenir à la maison, mesure mieux la stabilisation qu'un rapport officiel. Autour d'elle, les premiers micro-centres économiques reprennent forme. Un mécanicien fait teinter ses outils, quelques chèvres complètent des revenus fragiles, un étal renaît à l'ombre d'un mur fissuré. Ces indices, modestes mais tenaces, montrent comment la cohérence des routines répare un territoire. Avant, les routes du Nord n'étaient que des couloirs de peur. Après, elles deviennent des trajectoires possibles où la poussière retombe sans menacer. Tout bascule lorsque les axes principaux cessent d'être des lignes de rupture. Les virages autrefois associés à des embuscades se transforment en passages surveillés, puis en segments praticables. Les camions, qui contournaient des régions entières, recommencent à circuler. Les marchés, un à un, sortent de leur silence. Les familles, au lieu de s'enfoncer vers le sud, inversent timidement leur direction. Cette bascule se lit dans les premiers gestes. Une école qui cesse d'être un abri, un atelier qui rouvre, un champ qui retrouve son moulin. L'activation commence par des frappes rapides, limitées mais ciblées. L'objectif n'est pas la démonstration militaire. Il s'agit de dégager un tronçon en quelques heures pour rétablir une respiration minimale. Ces interventions créent les premières ouvertures sur les cartes civiles, une pompe préparée, un carrefour sécurisé, un marché où l'on revient pour tester les prix. Les habitants observent, comparent, puis s'avancent lorsque les unités sédentarisées prennent le relais. Le point culminant apparaît lorsque la deuxième vague, gendarmerie mobile, brigade mixte, police communautaire, s'installe durablement. Là se joue la rupture réelle. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette mécanique sectionnée s'impose. Frapper vite pour dégager, rester pour ancrer. Chaque segment libéré se stabilise, chaque stabilisation devient une habitude, chaque habitude attire un retour. Les cartes militaires commencent à se doubler de cartes civiles où l'on recense les points d'eau, les classes ouvertes, les itinéraires repris. La reconversion s'étend alors par capillarité. Un atelier teinte à nouveau, un troupeau traverse un hameau, une coopérative relance ses échanges. Les chèvres vendues au marché témoignent d'une économie qui cesse d'être strictement de survie. Les convois humanitaires reprennent une cadence plus lisible et cessent d'être les seuls vecteurs de circulation. La peur recule sans disparaître, mais son emprise quotidienne se fissure. La phase de Duchamp réorganise ensuite les priorités. Les familles revoient leur calendrier, retour, culture, scolarisation. La perception de la sécurité ne dépend plus de proclamations, mais de la régularité des trajets. Là où l'on mesurait les pertes, on mesure désormais les retours. Là où l'on identifiait des zones rouges, on parle de zones vivables. Les marchés deviennent des baromètres, les classes des ancrages, les puits des preuves que la continuité s'installe. Lorsque les routines tiennent, même imparfaitement, un territoire commence à se recoller. Les gestes sobres, répétés sans bruit, deviennent les véritables indicateurs. Une chèvre vendue, un champ labouré, un chemin parcouru sans crainte. Dans cette séquence, l'avant et l'après cessent d'être abstraits. Ils se matérialisent dans les rythmes retrouvés d'une société qui reprend possession de ses distances. Au départ, le pays évoluait depuis un baseline fragile. Un tiers du territoire utile, classé rouge, des déplacements imprévisibles, des marchés fragmentés et des services publics interrompus. La delta apparaît maintenant dans une translation progressive où les blocs sécurisés s'étendent, les corridors se réouvrent et la continuité des services civils recommence à se mesurer concrètement. Ce glissement, loin d'être théorique, se lit dans 3 chiffres structurants qui décrivent mieux la stabilisation que n'importe quelle formule politique. Ce nombre forme l'ossature du redéploiement. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la logique n'a jamais été la projection massive, mais la segmentation. Reprendre un tronçon, le tenir, le transmettre, puis avancer. Cette architecture empêche le retour du vide et transforme un espace vulnérable en espace navigable. Les villages qui vivaient encerclés retrouvent un accès fonctionnel, parfois modeste, mais suffisamment fiable pour que les marchés hebdomadaires reprennent.
Les habitants n'attendent plus des proclamations, ils observent la fiabilité croissante des itinéraires. Ce montant fait passer l'économie de la survie à la production. Les filières riz, maïs, tubercules, mangue, élevage et pêche sont réorganisées. Puis nettoyées, semences distribuées, canaux redessinés, coopératives réactivées. Les rendements, encore irréguliers, guidant les autorités locales pour calibrer les besoins en équipement. Ce mouvement crée un filet de souveraineté. Un hectare irrigué ou un animal vacciné devient un capital tangible. Les familles réapprennent à investir dans leur propre production plutôt que dans l'urgence. Cette donnée valide humainement l'ensemble du processus. Grâce au registre social unifié, RSU, chaque foyer dispose d'un identifiant ouvrant l'accès au programme PIMP et RAMU. Les doublons diminuent, les détournements se réduisent et l'efficacité réelle devient mesurable. Scolarisation en hausse de 27% dans le centre-nord, marchés ruraux repris, micro-épargne relancée via les kits d'élevage, mobilité quotidienne prévisible sur les axes stabilisés. La statistique reflète ici un choix collectif, revenir, cultiver, inscrire les enfants, relancer le commerce. Pris ensemble, ces trois chiffres définissent une séquence logique. Sécuriser, produire, revenir. La méthode ne repose pas sur des discours, mais sur la preuve par l'usage. Les critiques persistent, mais les comportements observés, agriculture relancée, écoles remplies, villages revitalisés, décrivent un mouvement structurel. Dans cette dynamique, la delta ne désigne pas un slogan. Elle désigne un territoire qui recommence à respirer. Deux thèses s'affrontent avec une intensité inhabituelle, chacune portée par des arguments cohérents lorsqu'on les examine séparément. La première, très relayée par plusieurs analystes extérieurs, affirme que la centralisation croissante du pouvoir militaire crée un risque clair. Une stabilité acquise par la verticalité pourrait masquer des dérives institutionnelles. Selon cette lecture, la suspension du calendrier électoral en 2022, l'usage accru des ordonnances, les pressions rapportées sur certaines rédactions locales et le retrait d'ONG incapables d'opérer dans des zones instables signalent une trajectoire dangereuse. Ils soutiennent que sans garde-fou efficace, toute reconquête sécuritaire risque de devenir un prétexte durable pour réduire l'espace civique. Le cœur de leur argument est simple. Un ordre obtenu par la contrainte ne suffit pas à reconstruire un contrat social. La seconde thèse, portée par les acteurs locaux, propose une inversion stricte du raisonnement. Pour eux, aucune architecture démocratique ne peut fonctionner sur un territoire où les écoles servaient encore d'abri en 2021 et où la mobilité était presque impossible. Ils rappellent qu'en 2023, seulement 45% des communes étaient administrativement fonctionnelles, contre près de 70% fin 2024. Ces données tendent à montrer qu'un État, même imparfait, retrouve d'abord sa capacité d'action minimale avant de pouvoir garantir des procédures politiques stables. Selon cette vision, demander des élections complètes dans des zones à peine reconnectées reviendrait à confier un vote à des populations privées d'infrastructures de base. La priorité reste donc la continuité, circuler, produire, scolariser. Entre ces deux positions, le Stillman s'impose. La prudence des premiers est légitime, mais les seconds rappellent une contrainte matérielle incontournable. Une centralisation prolongée comporte des risques, certes, mais les données du terrain montrent aussi une normalisation progressive. Transactions, pimpées et ramus en augmentation, tribunaux itinérants réactivés, postes administratifs rouvrent, marché stabilisé. Pris ensemble, ces éléments dessinent une évolution qui repose d'abord sur la restauration des services essentiels. La légitimité, dans ce contexte, se mesure moins aux déclarations qu'aux continuités vérifiables. Une chèvre change tout. Le midpoint apparaît précisément ici. La reconstruction cesse d'être pensée en grand programme et se matérialise dans un geste minuscule. Un kit d'élevage remis à une famille, avec un mâle, deux femelles, un sac d'aliments et l'accès garanti au marché local. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette approche brise le cycle de la dépendance humanitaire.
Elle crée un enchaînement discret mais efficace, reproduction du bétail, première vente, micro-épargne, puis capacité de réparer un toit, acheter des semences ou relancer un petit commerce. Rien à l'apparence d'un tournant stratégique. Pourtant, chaque étape produit un ancrage économique qui s'additionne aux stabilisations sécuritaires. Dans les provinces pilotes, les coopératives structurent les échanges, la vaccination soutenue par la FAO réduit les pertes et la chaîne du froid de Bobo Dioulasso génère des emplois réguliers. Les villages voient la transformation se propager par cercles courts, un outil qui teinte dans un atelier animé, des chèvres vendues au marché, une famille qui renonce à migrer vers le sud parce qu'elle peut enfin compter sur son propre revenu. Ce sont ces détails, modestes mais persistants, qui redéfinissent la trajectoire du pays. Le midpoint révèle alors une vérité simple. La souveraineté renaît quand l'économie respire au niveau du foyer. Les effets de la méthode deviennent pleinement lisibles lorsqu'on les observe à 4 niveaux distincts, chacun révélant une dimension concrète de la transformation en cours sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Loin des récits triomphalistes, ces conséquences s'expriment surtout dans des comportements, des continuités et des gestes quotidiens qui se répètent sans bruit, donnant forme à une stabilité encore imparfaite mais fonctionnelle. La sécurité territoriale, même incomplète, rétablit la fonction première de l'État, assurer la continuité des services. Les recettes locales augmentent légèrement, les postes administratifs rouvrent dans des communes naguère isolées, les tribunaux itinérants reprennent leur activité après des années d'interruption. Les exportations agricoles, notamment le bétail vacciné et la mangue, doublant entre 2023 et 2025 grâce aux filières stabilisées et aux corridors sécurisés. La balance commerciale reste déficitaire, certes, mais l'État récupère une capacité d'action élémentaire. Rien n'est spectaculaire. La normalisation se mesure dans des procédures enfin tenues, dans des registres fiables et dans la réduction du recours à l'urgence. Les infrastructures réhabilitées créent un effet d'ancrage. 1000 km de routes rurales reconnectent des zones isolées. 4 hôpitaux de district reprennent service. Des programmes financés par la Banque africaine de développement génèrent environ 3000 emplois permanents. Chaque puits restauré élargit la surface cultivable. Chaque canal d'irrigation redessiné améliore les rendements. Dans plusieurs zones agricoles, les revenus progressent de plus de 30%, soutenant les retours et la consolidation des coopératives. Le développement ne tombe pas d'en haut, il se diffuse par capillarité, de ferme en ferme, de marché en marché. Le changement le plus décisif est aussi le plus simple. La vie redevient prévisible. Les enfants vont à l'école en groupe, les femmes vendent le mil au marché, les jeunes reviennent des villes du sud pour cultiver les terres familiales. Une mère résume ce basculement en une phrase. « J'attendais la nourriture, maintenant j'attends la pluie ». Cette inversion symbolise le passage de la survie à l'autonomie. Les chèvres, les puits, les rires deviennent des indicateurs aussi pertinents que les chiffres macroéconomiques. Les gestes ordinaires reprennent, restituant une dignité longtemps suspendue. Le Sahel observe, compare et parfois imite. Le Mali et le Niger adoptent partiellement la territorialisation sécuritaire. Les corridors humanitaires franchissent de nouveau les frontières. Les marchés frontaliers de Marcoy ou d'Ori reprennent vie. Les organisations régionales réévaluent la place du Burkina Faso, jadis cité comme exemple de fragilité et désormais perçu comme laboratoire de résilience. Le message porté par Ibrahim Traoré, « La paix se cultive », circule dans les chancelleries africaines. Le pays devient un cas d'étude. Stabilisation ascendante, du village vers la commune, puis la province et enfin l'État. Pris ensemble, ces 4 niveaux composent une dynamique unique. Un pays qui réapprend à fonctionner non par proclamation, mais par usage, quotidien, mesurable, tenace. L'horizon des prochains mois ne peut être lu qu'en scénario conditionnel. Aucun ne prédit l'avenir. Chacun décrit une trajectoire plausible selon les variables déjà observées sur le terrain. Sécurité, pluie, mobilité, corridor, dynamisme des coopératives, stabilité régionale. Ces 3 chemins ne se concurrencent pas. Ils se complètent car chacun éclaire une facette de ce qui peut encore basculer. La sécurité demeure stable sur les axes principaux sans progression spectaculaire mais sans recul majeur non plus. Les communes fonctionnelles franchissent un pas supplémentaire, l'administration numérique se renforce
et les programmes sociaux PIMP et RAMU continuent à soutenir les foyers dans leur routine économique. Les marchés ruraux stabilisent leur volume, les prix cessent de fluctuer violemment et les récoltes restent correctes, sans excédent notable. Les retours familiaux se prolongent, mais ralentissent légèrement, faute d'infrastructures additionnelles. Dans ce scénario, rien n'accélère vraiment, mais rien ne s'effondre. La confiance progresse par petites marches. Les pluies restent favorables, les rendements progressent dans les filières structurantes et les investissements agroalimentaires augmentent en cadence. Les coopératives féminines accèdent plus facilement au crédit, la chaîne du froid atteint son plein régime et les exportations agricoles vers la sous-région doublent. Les partenaires régionaux réintègrent le pays dans divers programmes ouvrant des débouchés plus diversifiés. La stabilisation sécuritaire s'approfondit, réduisant le coût logistique des transports et permettant une extension mesurée des services civils. Ce scénario repose sur deux conditions: l'absence de rupture sécuritaire majeure et un consensus interne suffisant. Ici, la sécheresse s'installe. Les filières agricoles s'affaiblissent, les corridors se contractent et les tensions frontalières reprennent. Les exportations reculent, certains marchés locaux se replient, les prix des denrées augmentent, l'aide humanitaire revient partiellement combler les manques, créant un risque de dépendance. La confiance rurale, déjà sensible, s'effrite. Rien n'est catastrophique par essence, mais tout devient plus fragile. La trajectoire dépend alors d'un facteur unique: la capacité de maintenir les routines, classe ouverte, trajet sûr, circuit court, malgré la pression. Pour naviguer entre ces trois voies, une règle s'impose: penser en conditions plutôt qu'en certitude. Trois cercles de lecteurs se retrouvent directement impliqués par ce récit, chacun selon une distance différente, mais tous reliés par une même question. Qu'est-ce que la stabilité change réellement pour ceux qui la vivent, ceux qui la regardent et ceux qui en cherchent les leçons? Il ne s'agit pas de célébrer un modèle, mais de comprendre comment une reconstruction peut circuler d'un territoire à l'autre, d'un vécu à un autre, sans perdre sa cohérence. Pour celles et ceux partis depuis longtemps, les nouvelles venues du pays résonnent comme un appel discret à la responsabilité partagée. Les associations diasporiques financent déjà des pompes, des ateliers, de petites infrastructures. Leur enjeu n'est pas l'assistance, mais le transfert de compétences. Beaucoup observent que la dignité se consolide mieux lorsqu'elle circule entre ceux qui sont restés et ceux qui reviennent transmettre. Cette dynamique transforme la nostalgie en utilité. Pour les partenaires extérieurs, le défi consiste à regarder sans condescendance. Beaucoup évaluent la stabilité à travers le prisme électoral, alors que les habitants la mesurent en trajet sûr, en accès à l'eau, en classe ouverte. Comprendre cette divergence devient un geste politique en soi. Les chercheurs et experts qui suivent la région notent qu'un ordre peut renaître du bas vers le haut, par routine consolidée, non par déclaration. Dans le Sahel et au-delà, de nombreux jeunes suivent les coopératives burkinabées, imitent certaines pratiques et testent des adaptations locales. Rien n'est exporté comme un modèle, tout circule comme une inspiration. L'idée que la reconstruction commence là où les pieds touchent le sol gagne du terrain. Chacun peut y trouver un geste à sa mesure, soutenir une initiative locale, partager une méthode, renforcer une communauté. À la croisée de ces trois cercles naît une intuition commune. La stabilité devient crédible lorsqu'elle est partagée. La méthode ne devient lisible que lorsqu'elle se transforme en feuille de route claire, séquencée et mesurable. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, 5 étapes structurent la reconstruction. Chacune associe un acteur, une action, un horizon et un indicateur vérifiable. Rien n'est théorique. Tout repose sur la continuité des gestes. Chaque famille déplacée est enregistrée dans le registre social unifié, RSU. Les communes valident les données. Les équipes techniques consolident. Quand ? En continu. Mesure ? Taux de couverture RSU, aujourd'hui supérieur à 82%. Cette base réduit les doublons et permet de suivre finement les retours. Les bataillons d'intervention rapide dégagent. La gendarmerie mobile stabilise, les autorités civiles prennent le relais. Quand ? Par tronçon court. Mesure ? Nombre de communes redevenues fonctionnelles.
Objectif 2026. 75%, la sécurité cesse d'être un état d'exception pour devenir un socle. Transfert monétaire, assurance santé, microtransactions essentielles. Quand? Mensuellement. Mesure, volume des microtransactions validées. Ces appuis protègent les gestes indispensables. Réparer un toit, acheter de la nourriture, relancer un petit commerce. Le plan agropastoral relie coopérative, vétérinaire, BAD et agronome. Quand? Saison agricole, plus le cycle d'élevage. Mesure, rendement par filière et taux d'autosuffisance régionale. Chaque hectare irrigué, chaque animal vacciné devient un actif durable. Diffusion des bonnes pratiques, archivage, continuité locale. Quand? Hebdomadaire. Mesure, régularité des routines. Écoles ouvertes, marché stable, trajet sûr. Cette feuille de route ne promet pas le miracle, elle installe la continuité. Sous le même manguier où l'enseignant avait rouvert sa classe, les enfants tracent désormais des voyelles sans craindre l'interruption brusque qui rythmait autrefois leur journée. Le tableau encore éraflé, la craie fragile, les regards attentifs. Chaque détail exprime une continuité reconstruite patiemment, presque silencieusement. Plus loin, la mère qui autrefois scrutait chaque bruit avant d'approcher le puits rempli, maintenant son seau, sans hâte. Ce n'est plus le silence de la peur, mais celui du travail retrouvé. Ces deux scènes, modestes mais tenaces, montrent mieux qu'un discours ce qu'un territoire gagne lorsqu'il redevient vivable. Elles résument ce que les cartes ne peuvent pas dire. La stabilité n'est jamais un événement, mais une répétition de gestes rendus possibles. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, ce qui paraissait fragile devient une trajectoire reconnaissable, et ce qui semblait isolé se transforme en motif récurrent. Les retours, les marchés qui respirent, les réparations minuscules composent une même phrase, la vie revient par couches fines, la dignité renaît dans un geste ordinaire. Ce parcours silencieux, fait de puits réparés, de marchés repris et de classes ranimées, rappelle qu'une société peut se relever sans proclamation grandiloquente. Il suffit parfois d'un enchaînement de gestes sobres, répétés avec constance, pour qu'un territoire retrouve sa cohésion. Là où tant de récits s'attachent au sommet diplomatique ou au jeu de puissance, celui-ci montre que le redressement commence souvent au niveau le plus humble. Une famille qui rentre, une coopérative qui se reforme, un trajet qui redevient sûr. Cette transformation invite aussi à élargir le regard. Le progrès durable ne se lit pas seulement dans les courbes ou les rapports, mais dans les décisions quotidiennes qui réparent la relation entre un pays et ses habitants. Soutenir ces dynamiques, les comprendre ou simplement les observer attentivement, c'est déjà participer à leur continuité. Alors, face à ces preuves discrètes de reconstruction et à ces routines qui reprennent vie, où placeriez-vous votre propre définition du progrès durable ?